La thèse officielle est la suivante. Le 12 février 1938 à Berchtesgaden, le chancelier autrichien anti-nazi Kurt Schuschnigg conféra avec Hitler. Ayant compris que l'Allemagne voulait s'emparer de l'Autriche, le 9 mars 1938, il annonça l'organisation d'un plébiscite sur l'indépendance de son pays. Le peuple autrichien lui-même proclamerait sa volonté de ne pas devenir allemand. 2 jours plus tard, les troupes nazies pénétrèrent en Autriche. Le pays fut soumis par la terreur. Aujourd'hui encore, le visiteur du mémorial de Caen peut lire « Préparé de longue date avec le parti nazi autrichien, l'annexion de l'Autriche inaugure la politique d'expansion du Reich. » Autrement dit, avec cette annexion, Hitler confirmait sa volonté de prendre sa revanche sur 1918 et de dominer l'Europe. La réalité est cependant tout autre. Pour comprendre l'Anschluss, il faut revenir aux années 20. Après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs avaient dépecé l'Autriche-Hongrie. L'Autriche était devenue un État croupion sans avenir. En août 1922, un médecin américain raconta « L'Autriche est dans une situation misérable. Les gens ne meurent pas de faim, mais ils souffrent beaucoup des effets de la malnutrition. J'ai vu des professeurs d'université, des hommes fiers, dont le dos était courbé prématurément et les doigts rongés et tordus, cela parce que leurs os étaient ramollis à cause d'une nourriture inadéquate. C'était une vision déchirante. On m'a dit que les enfants naissent sans ongles, un signe de carence au niveau des os, un mal qui affectera sérieusement la santé de l'enfant et celle de cette génération. » 4 ans plus tard, un Autrichien lança « Qu'on ne se fasse donc aucune illusion, ni en France ni ailleurs. Les habitants du territoire délimité à Saint-Germain et appelé la Nouvelle-Autriche ne veulent pas vivre ensemble une vie nationale, ils ne le veulent pas et par conséquent ne le peuvent pas. Ils veulent se joindre à l'Allemagne, quelles qu'en soient les conséquences, et c'est un fait devant lequel le Français moyen aurait tort de fermer les yeux. » Ce sentiment aurait pu évoluer si l'Autriche avait connu une embellie économique laissant présager des jours meilleurs. Mais le 14 août 1933, un ministre autrichien déclara « Le plus grand service à rendre au Deutschtum actuellement est de permettre à 6,5 millions d'Autrichiens de vivre et de rendre l'Autriche viable. » Preuve que depuis 1926, les dirigeants autrichiens n'avaient pu sortir le pays de la crise. La dépression de 1929 avait même aggravé la situation. En 4 ans, l'indice général des affaires et celui de la production s'étaient effondrés. Voilà pourquoi, à partir de 1933, un nombre croissant d'Autrichiens lorgnèrent vers l'Allemagne hitlérienne qui, elle, se relevait. En réaction, le 19 juin 1933, le gouvernement autrichien, qui s'appuyait sur l'Église catholique, prohiba toute activité nationale-socialiste sur l'ensemble du territoire. Les associations nationales-socialistes furent déclarées illégales et le port de l'insigne du parti fut interdit. Mais au printemps 1936, un quotidien français constata « La situation est des plus sérieuses en Autriche. Le nazisme sous des formes plus ou moins camouflées gagne du terrain. » L'article évoquait l'établissement d'une dictature. Pourquoi ? Parce que le 14 mai 1936, Kurt Schuschnigg avait concentré entre ses mains les principaux pouvoirs. Devenu président du Conseil autrichien, ministre de la Défense nationale, ministre des Affaires étrangères et chef du Front patriotique, il gouvernait en dictateur. Dans un discours prononcé le 14 juin 1937, le chancelier expliqua aux ouvriers « Quelle est donc la fonction de la direction autoritaire en Autriche ? Je vois en elle une conséquence de l'effondrement du système des partis morcelés et du régime parlementaire d'antan, ainsi qu'une concentration de la responsabilité et un moyen pratique d'éducation du sens des responsabilités, car la direction autoritaire n'est pas seulement à la pointe de la pyramide, mais à tous les échelons de l'ordre politique. » Hitler aurait sans nul doute applaudi. En Autriche d'ailleurs,
il n'y avait qu'un parti politique légal, le Front patriotique du catholique Kurt Schuschnigg. Les autres formations durent se saborder ou furent dissoutes. Le 24 mai 1936, la presse en expliqua la raison. Dans un État autoritaire, il ne peut exister qu'un seul mouvement politique, puisque le Parlement, expression d'une pluralité de partis, fait défaut. Pour militer ou être fonctionnaire, il fallait appartenir au Front patriotique. Le 12 juillet 1936, le chef de la propagande autrichienne souligna « Ceux qui veulent coopérer à la rénovation politique de l'Autriche et avoir des responsabilités dans les services publics doivent faire profession de foi pour l'État chrétien, sous-entendu catholique, allemand, corporatif, autoritaire, et ne peuvent déployer dans le cadre d'un parti quelconque, mais seulement dans le Front patriotique, une activité politique légale. » J'ajoute que désormais, le parti unique chapeautait un syndicat unique, la SAG. Dans son discours du 14 juin 1937 aux ouvriers, Kurt Schuschnigg expliqua « Le Front patriotique a été déclaré par la loi le cadre unique de toute activité politique. Il a créé pour la classe ouvrière la communauté sociale des travailleurs, la SAG. Il en résulte que la représentation politique de la classe ouvrière est uniquement la SAG. » Telle était donc l'Autriche démocratique du catholique Kurt Schuschnigg. En matière de gouvernement, ses ressemblances avec le Troisième Reich étaient manifestes. Mais en matière de religion, une opposition irréductible existait. Et contrairement à l'Allemagne, la réussite sociale n'était pas au rendez-vous. Témoin les chiffres du chômage. Depuis 1930, la lutte avait échoué. L'embellie de 1935 n'avait été qu'éphémère. Autres indices révélateurs, la natalité et la nuptialité. Par rapport à 1935, l'année 36 était apparue sous le signe de la stagnation. De plus, l'avenir promettait d'être sombre. Avant la guerre, il y avait en Autriche 1/5 des ménages sans enfants. Aujourd'hui, plus de la moitié. En 1910, 100 femmes entre 20 et 40 ans mettaient au monde 17 enfants. En 1934, 8. En 1936, 7. Si la population ne baissait pas, c'était dû à l'apport étranger. D'où ce commentaire d'un journaliste « On risque fort de voir venir le jour où notre sol sacré aura cessé d'être occupé par une population allemande. » Le dictateur Schuschnigg avait donc échoué à sortir le pays de la crise. Voilà pourquoi le 11 juillet 1936, le gouvernement autrichien signa un accord commercial avec le Reich. L'objectif était de redonner un souffle à l'économie en s'appuyant sur les réussites du voisin germanique. Mais l'accord économique allait fatalement s'étendre à tous les domaines, provoquant l'intégration de l'Autriche à l'Allemagne. Le 14 juillet 1936, le Petit Parisien écrivit « L'opinion prédominante dans les milieux diplomatiques non-allemands de Berlin et que l'accord germano-autrichien du 11 juillet signifie en somme que l'Anschluss s'est réalisé. » Car le mouvement vers le national-socialisme s'accentuait. L'hémorragie dont souffrait l'Église catholique autrichienne en apportait la preuve. Le 5 août 1936, un évêque autrichien, Monseigneur Udall, souligna « L'état de guerre qui a duré 3 ans entre l'Autriche et le Reich allemand a été pour l'Église catholique et pour la religion en général une dure épreuve. Dans les milieux autrichiens dits nationaux, on a constamment rendu l'Église romaine et surtout le Vatican responsable de cet état déplorable de tension politique. On a dit que tous les deux, pour des raisons religieuses, souhaitaient et encourageaient l'inimitié des deux frères. Quelle en a été la conséquence au point de vue religieux? C'est qu'au cours de ces dernières années, des milliers d'Autrichiens sont passés au protestantisme dont on leur a dit qu'il était la forme allemande du christianisme et que c'était là le seul moyen de pouvoir encore en Autriche faire, comme chrétiens, profession de foi allemande. Jusqu'ici, personne n'a publié cette statistique qui porte sur des dizaines de milliers de personnes. Le résultat serait plus que troublant. Le constat était clair. Les autorités catholiques ayant affirmé l'existence d'une opposition irréductible entre Rome et Berlin, de nombreux catholiques autrichiens avaient quitté l'Église et embrassé le protestantisme. Preuve qu'ils étaient avant tout nationaux-socialistes. 1 an plus tard, l'affaire était devenue évidente. Dans son pays, Kurt Schuschnigg voyait son pouvoir de plus en plus contesté. En août 1937, la grogne généralisée l'avait contraint à renforcer la répression. On lisait
Les ordonnances qui interdisent toute activité à certains partis politiques en Autriche sont maintenues. Ces partis interdits sont le Parti communiste, le Parti national-socialiste, mouvement de Hitler, le Heimatschutz und Styrie, groupement Kammerhofer, le Parti social-démocrate autrichien. Tout recrutement ou toute propagande en faveur de ces partis, ainsi que l'exhibition de drapeaux, le port d'insignes ou d'uniformes de ces partis sont, à moins d'autorisation spéciale, interdits. Mais on n'indique pas la marée qui monte. En cette année 1937, les plus clairvoyants savaient que le retour de l'Autriche au Reich était imminent. Fin novembre 1937, Camille Chotan et Yvon Delbos, respectivement chefs du gouvernement français et ministres des Affaires étrangères, rencontrèrent leurs homologues britanniques. Au programme des discussions, l'attitude de l'Allemagne à l'égard de l'Autriche. Peu après, un analyste américain écrivit « Les Français se sont entendus dire que l'Autriche vivait artificiellement. Tôt ou tard, elle est destinée à devenir une partie de l'Allemagne. Pour les Allemands, c'est une affaire de famille. Tout comme les Britanniques n'apprécieraient pas une ingérence étrangère dans leurs relations avec l'Irlande, les Allemands jugent toute intervention étrangère dans la question autrichienne comme une ingérence injustifiée. En matière de race et de langue, les Bavarois et les Autrichiens sont plus homogènes que les Écossais et les Anglais. Dès lors, soulignent les Britanniques, pourquoi la France et la Grande-Bretagne n'adopteraient-elles pas une politique réaliste qui consisterait à fermer les yeux si le Führer voulait additionner 7 millions d'Autrichiens à son royaume? À cela, les diplomates français ne pouvaient pas répondre grand-chose. Fin 1937, les nationaux-socialistes autrichiens espéraient que, prenant acte de l'évolution de la situation, Kurt Schuschnigg autoriserait leur entrée au gouvernement. L'espoir était d'autant plus grand que l'accord du 11 juillet 1936 prévoyait, dans une partie non publiée, une légalisation progressive du Parti national-socialiste autrichien. Elle permettrait une participation de ses membres à la politique intérieure du pays. Tout le monde s'attendait donc à voir Kurt Schuschnigg tenir sa promesse. Mais le 5 janvier 1938, le chancelier rappela que seul le Front patriotique était autorisé en Autriche. Puis il lança « Sachant que nous n'avons plus un système de parti, il ne saurait être question d'accepter des représentants nazis dans le cabinet. » Navré de cette volte-face et de ce déni du réel, Hitler convia Schuschnigg à un entretien. Les échanges furent vifs et 3 jours plus tard, le national-socialiste Arthur Seyss-Inquart devint ministre de l'Intérieur autrichien. Peu après, des événements graves survinrent en Styrie, une région autrichienne. Défiant les mesures d'interdiction, 20 000 nationaux-socialistes en uniforme des SA organisèrent une marche au flambeau. En réaction, le pouvoir central plaça la région en état d'alerte et envoya l'armée, y compris l'aviation. La presse démocratique railla Hitler en le présentant comme ayant été repoussé par toute l'Autriche. Le 9 mars, toutefois, Berlin démentit. D'après des études d'opinion, l'Autriche comptait désormais 65% de nationaux socialistes. Ils étaient répartis ainsi suivant les provinces. Styrie, 80 à 85%. Haute-Autriche, 60%. Basse-Autriche, 60 à 65%. Salzbourg, 70%. Tyrol, 40%. Carinthie, 50%. Et Vienne, 40%. Les jeunes étaient en majorité. Face à cette montée inexorable, Kurt Schuschnigg choisit d'agir. Le 9 mars, il annonça l'organisation d'une consultation populaire sur l'indépendance autrichienne. Elle aurait lieu 4 jours plus tard. À peine la décision connue, même les organes de presse défavorables à l'Allemagne nationale-socialiste admirent la déloyauté de la manœuvre. Déjà dans les termes mêmes de la question. Pour une Autriche libre et allemande, indépendante et sociale, chrétienne et unie. Pour la paix et le travail et l'égalité des droits de tous ceux qui se rallient au peuple et à la patrie. Paris Soir nota qu'à cette question, il était presque impossible de voter non, car les catholiques ne pouvaient qu'accepter une nation chrétienne, et les socialistes ne pouvaient que soutenir une promesse d'égalité des droits au nom d'un régime social. D'ailleurs, seule la réponse oui était imprimée sur le bulletin distribué à la population. La presse expliquait « Il ne sera remis aux votants que des bulletins affirmatifs.
Ceux qui voudront voter non devront apporter eux-mêmes un papier de même format, 5 sur 8 cm. Nous nagions en pleine farce. À cela s'ajoutait l'absence de listes électorales, puisque le pays ne votait plus depuis plusieurs années. Or, il était impossible d'en dresser en 3 jours. Sachant en outre que les électeurs réputés connus voteraient sans être obligés de montrer leur carte d'identité, cette liberté, prévenait Berlin, leur permettrait de faire le tour de tous les bureaux de vote et de déposer dans l'urne un nombre illimité de bulletins. Le quotidien Landgriffe résumait ainsi la situation. Il n'y a même pas de listes électorales, il n'y a aucun contrôle du plébiscite, la porte est donc ouverte à toutes les falsifications. Mais le plus grave était la limite d'âge. Le journal des débats politiques et littéraires écrivit « On a pu prendre certaines dispositions défavorables aux nazis. La plus importante est celle qui fixe à 24 ans l'âge à partir duquel on pourra prendre part au plébiscite. On sait que c'est parmi les adolescents et les très jeunes que les hitlériens ont fait le plus de recrues. » Paris Soir révéla que la limite de 24 ans éliminait en réalité au moins la moitié des nationaux-socialistes. L'Excelsior conclut « Le fait que tous les électeurs doivent avoir 24 ans au moins suffit à assurer une grosse majorité au chancelier Schuschnigg, même si les nazis votent contre, car beaucoup d'entre eux ont moins de 24 ans. » De son côté, le correspondant particulier du quotidien Le Jour à Vienne parla d'un plébiscite gagné d'avance, mais dont la portée sera encore limitée par l'exclusion des jeunes hommes de moins de 24 ans, dont justement tout dépend. Plus loin, il annonçait « Son succès, qui est certain, ne sera qu'un faible obstacle à la marée qui monte si le pays n'est pas soutenu par le concours moral de la France et de l'Angleterre et l'aide matérielle de ses voisins. » C'était l'aveu que, lassé de vivre dans un pays en état de survie artificielle, le peuple autrichien lorgnait chaque jour davantage vers le Troisième Reich. La farce électorale improvisée dans la précipitation n'était qu'une tentative dérisoire de retarder l'échéance en espérant un secours extérieur qui ne viendrait pas, puisque la Grande-Bretagne était opposée. Dans les heures qui suivirent l'annonce du scrutin, l'ambassadeur allemand Fritz von Papen puis Arthur Seyss-Inquart négocièrent avec Kurt Schuschnigg afin qu'il ajourne la consultation populaire. En vain. Voilà pourquoi à Berlin, on décida d'en finir. Le chancelier autrichien ayant tenté de prendre l'Allemagne de vitesse, Hermann Göring adopta la même stratégie, mais avec davantage d'audace. Le 11 mars à 15 h, le gouvernement autrichien reçut un premier ultimatum. Il exigeait l'annulation de la consultation populaire, la démission de Karl Schuschnigg et la formation d'un nouveau cabinet avec Arthur Seyss-Inquart comme chancelier. Face aux tergiversations, un deuxième ultimatum fut envoyé. Le gouvernement autrichien avait jusqu'à 19 h 30 pour donner satisfaction au Reich, faute de quoi les troupes allemandes franchiraient la frontière. À 18 h, un communiqué officiel annonça l'annulation de la consultation populaire. Moins d'une heure plus tard, Kurt Schuschnigg démissionna. Il fut remplacé par Arthur Seyss-Inquart. Sans surprise, les anti-nazis parlèrent d'une invasion. Ils présentèrent les faits comme s'il s'était agi d'une guerre d'agression. Mais les premières photos de l'arrivée des troupes allemandes en Autriche démentaient. Les soldats évoluaient tranquillement entre deux haies d'Autrichiens. Par la suite, la presse ne put cacher qu'à Vienne, Hitler fut reçu en triomphateur par une foule en liesse. Les premières images de l'occupation ne ressemblaient pas à ce qu'aurait été le résultat d'une guerre d'agression. Il en allait de même dans le Tyrol. À Nuremberg, Hermann Göring lança avec humour « L'accusation a parlé ici d'une guerre d'agression contre l'Autriche. Dans une guerre d'agression, on tire des coups de feu, on jette des bombes, etc. Mais en Autriche, on n'a jeté qu'une seule chose, des fleurs. » Il avait raison. Les vainqueurs de 1918 avaient transformé l'Autriche en un État croupion non viable. 20 ans plus tard, ils récoltèrent ce qu'ils avaient semé. Une Autriche en liesse au moment d'être rattachée à l'Allemagne. L'Anschluss provoqua le départ de nombreux juifs autrichiens.
Telle était à l'époque la politique pratiquée par les Allemands afin de résoudre la question juive. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 125 000 Juifs avaient quitté l'Allemagne pour s'installer à l'étranger. La destination privilégiée était les USA, puis venait l'Argentine. Et déjà, certains parlaient des possibilités offertes à Madagascar, où les émigrés juifs pourraient cultiver près d'1 million d'hectares. Pour l'heure, la manœuvre des bellicistes avait une fois de plus échoué. La guerre avait été évitée. Mais d'autres événements surviendraient qu'ils sauraient exploiter.